Alors, dans le monde de l'éducation, l'évaluation représente souvent un vrai casse-tête. Et pour nous, les enseignants, on veut quand même éviter ces casse-têtes-là. Comment obtenir d'abord un portrait juste de nos élèves sans nous retrouver emportés par un flot incessant de tests, de corrections? Tu sais, je sais que c'est beaucoup en maths, sciences et encore plus dans les cours de langue. Donc, ça englobe du temps. De plus, modifier nos méthodes peut s'avérer vraiment déstabilisant. Donc, découvrons ensemble des façons d'enrichir vos pratiques évaluatives sans pour autant éliminer tout ce que vous faites déjà. Alors, je suis Barbara, je suis consultante avec le Consortium provincial francophone et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de pouvoir vous partager mes connaissances en matière d'évaluation au secondaire. Euh, et dans les prochains jours, vous recevrez un courriel avec premièrement, l'enregistrement de cette session ainsi que mes diapos de présentation. Vous pouvez ensuite cliquer sur les liens dans la présentation, puis à la fin de la présentation, afin d'accéder aux ressources que je vous partage aujourd'hui pendant l'atelier et d'autres ressources supplémentaires. Il faut dire que certaines ressources sont en anglais, mais la plupart sont en français, mais ça vous donnerait quand même une très grand éventail de ressources, juste pour commencer. Alors, le rôle de l'évaluation. Les évaluations ne se limitent pas à un examen de fin d'unité ou à la préparation d'un test standardisé, c'est-à-dire un test de rendement, examen de diplôme. Les évaluations contribuent à façonner le processus d'apprentissage à tous les stades et vous donnent des indications, des indicateurs sur l'apprentissage des élèves. Et comme le dit John Hattie, professeur d'éducation très reconnu, tout le monde connaît John Hattie, l'objectif principal de l'évaluation à l'école devrait améliorer la qualité de l'enseignement. C'est-à-dire, l'objectif principal de l'évaluation dans les écoles devrait être de fournir des informations interprétatives aux enseignants et aux leaders scolaires concernant leur impact sur les élèves, afin que ces éducateurs disposent des meilleures informations possibles sur les mesures à prendre en matière d'enseignement et sur la matière dont ils doivent changer et s'adapter. L'évaluation est souvent utilisée dans les écoles pour informer les élèves de leur progrès et de leurs résultats. C'est une communication. Bien sûr, c'est important, mais il était encore plus crucial d'utiliser ces informations pour informer les enseignants de l'impact qu'ils ont sur les élèves. Et ce pouvoir est vraiment maximisé lorsque les évaluations sont opportunes, informatives et liées à ce que les enseignants enseignent réellement. Um, je vais juste dire que si vous écoutez cet atelier en rediffusion, et il y a beaucoup de gens sur ma liste de participants qui vont faire justement ça, vous pouvez en ce moment mettre sur pause l'enregistrement afin de faire votre propre réflexion en répondant à ces questions. Encore mieux si vous êtes en groupe. Et c'est le moment de réfléchir ensemble et d'avoir de belles discussions d'équipe. Mais pour nous ici, dans la salle Zoom, euh, ceux qui sont avec moi, vous pouvez mettre dans le clavardage un mot qui représente pour vous l'évaluation. Si vous avez besoin de 2 ou 3 mots, une phrase, c'est bien correct. Je vous laisse cette chance. Réflexion, merci Annie.
difficile de trouver juste un mot. Le savoir-faire des élèves. Vérifier le niveau d'acquisition des compétences et ou connaissances. Photographie à un moment donné. Sais-tu quoi, Sylvie? C'est exactement à ça que je pensais quand j'ai développé l'atelier. C'est vraiment un snapshot. J'utilise beaucoup l'évaluation formative. Puis oui, Annie, on va en parler, c'est sûr et certain. Donc, à n'importe quel moment, si vous avez quelque chose à partager avec le groupe, n'hésitez pas. Maintenant, j'aimerais savoir quelle forme d'évaluation vous utilisez le plus souvent dans votre enseignement. Je vous invite soit à ouvrir vos micros ou mettre ça dans le chat, dans le clavardage. Quelle forme vous utilisez le plus? Quelle forme d'évaluation? Vu que tu as déjà répondu un peu à l'évaluation formative, mais est-ce que, Annie, tu priorises une évaluation genre quiz pour faire des évaluations formatives ou autres? Ça varie beaucoup. Ça peut être des observations comme des grilles, ça peut être des billets d'entrée, des billets de sortie. Euh, c'est ça, il y a beaucoup de différentes formes que je prends. C'est pas nécessairement des quiz ou des copies de l'examen final que je donne en classe avant. Non, c'est différentes formes qui est plus variée. Tant mieux, tant mieux. Ben, beaucoup l'évaluation formative, l'observation, certains. Puis on va passer à travers quelques idées, quelques exemples, stratégies en termes d'évaluation formative, en termes d'évaluation sommative. Euh, j'ai très peu à vous partager aujourd'hui, mais on va passer à travers de toute façon quelques stratégies, quelques méthodes et des exemples. On va miser beaucoup sur les grilles d'évaluation, les rubriques, mais surtout la triangulation. Ça s'en vient. Alors, l'évaluation au service de l'élève, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a l'évaluation de l'apprentissage. Ici, on parle des évaluations surtout sommatives, là où on veut mettre des notes dans le bulletin, par exemple. Et souvent, on se réfère aux examens de diplôme, aux tests de rendement, des examens finaux en général, au portfolio. Donc, lorsque le portfolio est complet, c'est final, aux projets finaux. Les tests standardisés, comme j'ai mentionné, comme des tests de rendement et les examens de diplôme, font partie. L'évaluation pour l'apprentissage, bien, ceci est vraiment une opportunité de donner de la rétroaction aux élèves. C'est lorsque l'apprentissage est en cours. Voici des questions à garder en tête lors de l'apprentissage. Qu'est-ce que mes élèves doivent encore savoir? Après que j'ai enseigné un petit bout, qu'est-ce qu'ils ont besoin encore? Qu'est-ce que mes élèves ont retenu de la leçon? Qu'est-ce que mes élèves ont le plus souvent mal compris? Est-ce que ma leçon est trop facile, trop difficile pour mes élèves? Et qu'est-ce que je voulais que mes élèves apprennent le plus de cette leçon et est-ce que j'ai réussi? Donc, ça, c'est l'évaluation pour l'apprentissage, au service de l'apprentissage en tant que tel. Et l'évaluation en tant qu'apprentissage, bien, ça implique activement les élèves dans le processus d'apprentissage et d'évaluation. Elle enseigne la pensée critique, la résolution de problèmes et encourage les élèves à se fixer des objectifs réalisables et à mesurer objectivement leur propre progrès. Ici, on va parler un peu des méthodes d'évaluation.
Et nous comprenons maintenant le rôle de l'évaluation. C'est le temps de nous plonger vraiment dans le concret. Alors, vous avez déjà beaucoup d'outils à votre disposition. Vous utilisez beaucoup des méthodes et des stratégies en salle de classe. Ce qui est essentiel et ce qu'on peut parfois oublier, c'est d'évaluer ce qui compte. C'est-à-dire, nos évaluations doivent avoir un lien avec les résultats d'apprentissage du curriculum ou du programme d'études. Nous devons avoir des objectifs clairs. Pourquoi évaluer un tel concept ou une telle compétence? Quel est le but de l'évaluation en ce moment? Les réponses à ces questions permettront de mieux choisir nos types et nos méthodes d'évaluation. Nos critères d'évaluation doivent aussi être communiqués et expliqués aux élèves. Le but de la leçon, le projet, l'activité, quoi que ce soit, doit être clair pour les élèves aussi, pas juste pour nous. Et ce, dès le début. Donc, même avant que nous commençons une unité ou une leçon, c'est de mettre clair aux élèves, d'expliquer pour eux quels sont les objectifs et quels sont les critères que je vais évaluer tout au long du processus. Planifier avec la fin en tête permet d'avoir cette idée claire de nos objectifs lorsque nous planifions nos leçons et lors de l'exécution de nos leçons. Un petit mot ici pour parler de l'intelligence artificielle. On ne sait pas où la technologie va être dans 5 ans, mais on a le pouvoir de préparer nos élèves à l'imprévisible. J'aime beaucoup le discours de Simon Duguay, qui travaille beaucoup dans l'ère numérique de l'éducation. Alors, je trouve souvent ses articles, ses vidéos sur le site de l'École branchée. Et je trouve que c'est très important de garder en tête l'évaluation dans cette nouvelle ère. Alors, nous sommes dans cette ère numérique et nos élèves n'ont jamais connu un temps sans le numérique. Pour moi, mes élèves sont des ados, sont au secondaire, et quand je considère qu'ils n'ont jamais connu un temps que j'ai connu, ça me déstabilise un tout petit peu parce que mes anciennes méthodes d'évaluation doivent changer avec ce temps. Alors, l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle en particulier remet en question les méthodes traditionnelles d'évaluation. Et plusieurs intervenants ont suggéré d'adopter des approches plus diversifiées comme la triangulation des traces, l'évaluation à l'oral, les portfolios. Cela permet non seulement d'éviter la tricherie en général, qui est facilitée par l'intelligence artificielle, mais aussi d'encourager des modes d'apprentissage plus authentiques et adaptés aux compétences de ce 21e siècle. Et Simon Duguay a, par ailleurs, tenu à mettre en garde des enseignants et enseignantes qui seraient portés à faire de l'hypervigilance envers les travaux produits par leurs élèves. Une relation de confiance doit pouvoir exister entre les élèves et les enseignants. Il faisait aussi ainsi référence à un courant où les élèves diminuent volontairement la qualité de leurs travaux, surtout à l'écrit, de crainte de se faire accuser à tort d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour le réaliser. Je comprends ce défi pour les élèves. Ce n'est pas évident. Donc, est-ce qu'on devrait être plus vigilant, moins vigilant? Moi, je pense pas que ça demeure dans la vigilance de leurs produits, mais plutôt dans ce que nous donnons comme évaluation. Donc, il faut repenser nos méthodes d'évaluer, les tâches, les activités qu'on va assigner aux élèves. Est-ce que vous avez des pensées et des questions en ce moment à ce sujet?
Je trouve que souvent, ça mène à beaucoup de débats, beaucoup de belles discussions. Sinon, je vais juste continuer. Euh, En fait, est-ce que vous me comprenez? Oui, 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 Christina. ok, parfait. Bonjour tout le monde. En fait, ce que je viens de penser, c'est que je parlais avec une prof d'immersion pour l'étude sociale ainsi que le français. Oui. Puis elle a vu dans ses classes que il y avait des gens qui utilisaient AI, puis c'est certain que c'est pas eux qui l'ont fait parce que le prof sait de quel niveau les élèves sont déjà. Mais ce que j'ai pensé, c'est que on peut quand même utiliser AI dans le sens que ce que le prof elle fait maintenant, il faut que les élèves écrivent leur essai en euh, dans la classe en Oui. main avec un stylo. Mais ce que je pensais, ce serait intéressant parce que moi, j'utilise AI tout le temps. Honnêtement, là, si par exemple, j'écris quelque chose, je veux voir, OK, est-ce que c'est bien écrit ou pas, au moins, je peux vérifier avec AI, puis la plupart, c'est correct. Alors que les élèves peuvent utiliser ça comme une tape, dans le sens que ils font leur rapport en main, tu sais, avec Mhm. le stylo. Mais après, utiliser AI pour voir où sont les erreurs, puis qu'est-ce qu'ils ont appris en utilisant AI. Puis qu'est-ce que c'est correct, qu'est-ce qui ne marchait pas, quel commentaire est-ce que AI a donné, parce qu'avec ça, nous ainsi que les élèves peuvent apprendre comment mieux écrire. Mhm. En fait, tu soulèves un super bon point. C'est un point que j'ai soulevé lors de d'autres ateliers, surtout sur l'intelligence artificielle, puis comment nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle en salle de classe euh, pour corriger, pour apprendre à l'utiliser à bonne escience et justement de recréer nos tâches, surtout des tâches d'écriture, des situations d'écriture. Ça peut nous inspirer. Puis en fait, il faut être confortable avec l'inconfort dans ce sens-là, parce que c'est nouveau pour nous. Euh, oui, c'est nouveau pour les élèves, mais eux, ils vont pouvoir peut-être l'utiliser sans trop de paramètres si on ne les met pas en place. Euh, et oui, on peut l'utiliser. On peut faire beaucoup avec l'intelligence artificielle. Mais comme je dis, il faut être confortable avec ceci. Il faut décider à quel moment c'est de la tricherie ou c'est du plagiat. Parce que, honnêtement, comme j'ai dit, comme tu viens de dire, toi, tu l'utilises. Moi aussi, je l'utilise. À quel point c'est la tricherie? Ce n'est pas mes mots, mes pensées. Alors, de favoriser la pensée critique permet une meilleure utilisation de l'intelligence artificielle et ça peut être utilisé lors d'une évaluation en l'utilisant d'une certaine façon. D'autres commentaires ou questions? Merci beaucoup, Christina, pour ce partage. Je trouve que c'était très important d'avoir ces discussions-là. Ça nous permet d'améliorer nos pratiques en cette ère numérique. Alors, comme vous savez, les évaluations formatives offrent une belle opportunité, la possibilité de donner de la rétroaction, de voir où les élèves sont rendus dans leurs apprentissages et d'ajuster notre enseignement et notre planification en fonction des résultats. Voici quelques idées pratiques qui permettent de savoir où mes élèves sont rendus dans leurs apprentissages. On a déjà mentionné les billets de sortie, donc ça consiste de quoi? On peut utiliser un Google formulaire, on peut utiliser un autre type de sondage, un Padlet, mais un billet de sortie peut être offert, suggéré à n'importe quel moment. Donc, on fait un petit apprentissage, on fait un billet de sortie, on peut décider, bon, mes élèves sont rendus ici avec le contenu, leurs connaissances et ou leurs compétences. Ça nous permet ensuite de retourner vers notre planification et faire des ajustements aux besoins. Un quiz est très semblable, puis il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour un quiz.
Souvent, on peut parler de reprise, de reprendre des quiz. Et c'est important dans ce cas-là de créer une banque de questions ou une banque qui nous permet de retourner vers des quiz de temps en temps. Honnêtement, j'aime beaucoup l'idée de faire un quiz régulièrement parce que selon Steve Masson, qui travaille beaucoup avec le cerveau, qui comprend comment le cerveau fonctionne en apprentissage, ben, ça permet un quiz régulier, ce type d'évaluation formative régulière, qui permet de voir où les élèves sont rendus, mais aussi ça permet aux élèves de revoir. Donc, ça fonctionne un peu comme une révision de concept. Alors, j'adore cette idée. L'entretien est aussi très populaire. Donc, ça nous permet d'avoir un genre d'entrevue avec l'élève, de vérifier ses connaissances. Et je reviens sur l'intelligence artificielle. Donc, si un élève me donne une, une écriture quelconque, je peux ensuite m'asseoir avec l'élève puis poser des questions. Ça peut aider à vérifier si l'élève a vraiment écrit pour lui-même avec ses propres idées. Ça permet aussi, pour certains élèves, de, d'aller plus loin dans les pensées. Donc, on donne une petite évaluation formative, peu importe la méthode ou le genre. Ben, en s'assoyant avec l'élève, ça nous permet d'aller plus en profondeur. En fait, je connais beaucoup d'enseignants qui, à la fin de chaque quiz ou chaque test, chaque examen, il y a une question. Donnez-moi une idée, écrivez-moi quelque chose, dessinez quelque chose que je n'ai pas posé comme question sur l'examen, mais que vous aimeriez m'offrir en ce moment. Quelles sont d'autres connaissances tu as à ce sujet? Donc, ça ouvre grandement la porte à tout le monde de vraiment dire, écrire ce qu'ils ont appris lors d'une certaine leçon ou module. L'art visuel est vraiment super. Tu sais, il y a certains élèves qui travaillent beaucoup, qui sont beaucoup plus à l'aise dans le domaine des arts. Donc, vous voyez que j'ai inclus un exemple de sketch note. J'adore les sketch notes. Ça permet de faire fonctionner le cerveau d'une autre façon. Et toutes mes notes ont l'air des sketch notes. Alors, ça permet de faire des liens entre certains concepts. Ça répond à des questions dans le quoi, pourquoi, qui, comment, quand. Donc, vous voyez que dans cette duel, c'est séparé dans ces parties-là et ça répond à ces questions avec des dessins, des idées, des mots, des petites phrases. Donc, c'est élaboré de cette façon. Est-ce que ça peut aller plus en profondeur? Peut-être, mais là, on parle de évaluation formative. On forme nos élèves. Et j'ai entendu pour une première fois le terme dipsticks comme évaluation. Un dipstick, en anglais, c'est un jauge de l'huile pour l'auto. Ça nous permet de vraiment avoir une idée où les élèves sont rendus. Donc, voici quelques idées. Une activité de pensée jumelée partagée. Donc, on réfléchit à une question. On va se jumeler avec un partenaire dans la classe et on partage nos pensées suite à la question de réflexion. Facile et rapide à faire. C'est quelque chose qui fait souvent lors des conférences. Donc, le conférencier va parler d'un sujet, va mettre une question pour tout le monde et on réfléchit et on partage avec un partenaire. Écrire une lettre à un ami, ça, c'était une idée que j'ai beaucoup aimée. Ça permet d'être dans l'informel tout en explorant ce que j'ai appris lors d'une leçon ou un projet ou autre. Alors, écrire une lettre à un ami, ça veut dire tout simplement écrire une lettre en expliquant dans des mots, des phrases informelles ce que j'ai appris. Et enfin, dessiner un croquis, un schéma, peu importe, dessiner ce que j'ai appris. Comme j'ai dit, il y a certains élèves
qui préfèrent dessiner, qui préfèrent ce type de produit. Alors, ça vous donne des idées. J'adore considérer d'autres types d'évaluation, d'autres méthodes, comme la rétroaction ou l'évaluation par les pairs. Je trouve que c'est vraiment fantastique comme idée, mais il faut établir les conditions et les conditions gagnantes pour effectuer une rétroaction ou évaluation par les pairs. Ce n'est pas acquis, ce n'est pas une compétence déjà acquise par les élèves, alors il faut l'enseigner de façon explicite. Je vais juste cliquer sur les liens ici. Donc, la rétroaction constructive des pairs pour une évaluation formative des apprentissages revisités et enrichis. Voici l'article que j'avais trouvé, que j'ai aimé parce que ça explique un peu qu'est-ce que c'est, pourquoi on fait la rétroaction par les pairs, quels sont les objectifs et comment co-construire dans la salle de classe. Donc, je l'ai beaucoup aimé et comment informer les parents que c'est ce qu'on va faire. Et il y a même des vidéos sur le sujet. Donc, la rétroaction par les pairs au secondaire et un autre ici. Souvent, on l'entend au primaire, mais au secondaire, c'est encore plus riche. Donc, il y a plusieurs façons de faire. J'ai déjà essayé en salle de classe, puis je trouve que ça a super bien fonctionné. Moi, mon exemple, c'était de faire une promenade de galerie. Donc, les élèves ont étudié des romans. Je pense que j'avais 3 romans différents en salle de classe et j'ai mis les élèves en groupe. Lors de ce travail collaboratif, ils devaient créer une affiche qui représentait les thèmes importants dans chaque roman. Ensuite, on a affiché ces affiches sur le mur tout autour de la classe et les élèves ont promené en groupe, ils sont restés en groupe original pour visionner chaque affiche. En visionnant chaque affiche, ils ont eu des petits post-it et sur chaque affiche, ils ont affiché une chose qu'ils ont aimée de l'affiche, un questionnement qu'ils avaient par rapport à l'affiche, les informations sur l'affiche, et une critique. Donc, il faut quand même enseigner comment offrir une critique, comment offrir cette rétroaction. Alors, c'était une activité qui était gagnante parce que ça nous a permis vraiment d'être inspirés, les élèves, inspirés par leur père, mais aussi de se questionner, aller plus loin et ils sont revenus vers leurs propres affiches pour voir les commentaires de leurs collègues de classe. Alors, plein de différentes façons de faire. Il y a également comment enseigner aux élèves l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs. J'aurais un autre diapo sur l'auto-évaluation, donc j'ai trouvé ça important de quand même vous partager le comment enseigner cette façon de faire. Alors, il y a certainement des avantages des deux, l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs. Quelles compétences vont être développées? Donc, je reviens à l'évaluation en tant qu'apprentissage. Donc, on ne fait pas l'évaluation tout simplement pour avoir des données, mais d'offrir la chance aux élèves de participer à ce processus d'évaluation et cette métacognition. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Comment est-ce que je l'ai appris? Est-ce que c'était efficace pour moi? J'aurais besoin de quoi d'autre pour améliorer ou d'approfondir mon apprentissage? Alors, très important, connaissance de soi, c'est un autre avantage de ce type d'évaluation, des compétences qui vont émerger. Et, comme j'ai dit, comment enseigner? Quels exemples nous pouvons montrer aux élèves? Comment modéliser et faire des petits essais. Donc, commencer un petit travail et faire l'évaluation. Ensuite, par les pairs,
fournir des commentaires suite à ce petit travail et ensuite les élèves vont s'améliorer avec le temps. Alors, on a parlé de l'évaluation par les pairs, mais aussi l'auto-évaluation, l'auto-réflexion. Ce n'est pas facile non plus. Il faut dire que l'auto-évaluation est vraiment une façon de concevoir l'évaluation en tant qu'apprentissage. On donne le pouvoir aux élèves de recueillir des données sur leurs propres compétences, leurs apprentissages, leurs habiletés cognitives et leur comportement encourage ceux-ci à réfléchir et prendre en main leurs apprentissages. Donc, ça peut être vraiment, vraiment motivant pour des élèves. Au début, ils vont peut-être penser que je me mets une super bonne note, puis c'est fini. Mais non, ça va aller beaucoup plus loin que ça. L'auto-évaluation permet aux élèves d'avoir une meilleure compréhension d'eux-mêmes en tant qu'apprenants, ce qui leur permettra vraiment de développer leur plein potentiel. Et on parle souvent de plein potentiel au secondaire. Alors, ce genre d'évaluation place les élèves dans une situation de réussite. Les élèves, surtout ayant des troubles d'apprentissage, ont parfois une estime de soi très faible, car l'accent est souvent mis sur leurs besoins en tant qu'apprenants. Mais intégrer des pratiques d'auto-évaluation dans l'apprentissage des élèves peut aider à augmenter leur confiance en soi et leur capacité de se voir comme apprenants brillants et engagés. Les élèves ayant des troubles d'apprentissage ont souvent besoin d'apprendre des stratégies d'une manière très explicite. Lorsque les stratégies et les habiletés sont apprises explicitement, les élèves sont encouragés à utiliser l'auto-évaluation pour améliorer la qualité de leur travail. On développe la capacité et la compétence ici. C'est de haut niveau, c'est métacognitif. Et comme j'ai dit, on a plus un engagement chez les élèves. Il y a souvent moins de stress. Je connais mon fils face à une évaluation, surtout sommative, mais même formative, il va bloquer. Il voit ça comme final. Et donc, s'il y a l'opportunité de s'engager et de comprendre que lui aussi, il peut se donner des notes, il peut se donner lui-même une certaine rétroaction, ben, je pense que ça permet d'avoir une meilleure confiance en soi. Alors, je pense que oui, j'ai inclus le lien ici vers TA à l'école. C'est un excellent site pour lire à propos de certains sujets en éducation, mais souvent, ça vient avec des gabarits, des exemples d'eux. Donc, on trouve ici qu'est-ce que c'est l'auto-évaluation, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut être influencé par, mais comme j'ai dit, il y a des formulaires d'auto-évaluation. Je vais vous montrer pour le cycle moyen, c'est-à-dire le middle school. Et là encore, on parle d'élèves avec des troubles d'apprentissage. Donc, ça peut être aussi simple que ceci. Liste à cocher. Sais-tu un peu, moyen, beaucoup? Ce travail m'intéressait. Donc, on parle ici de l'intérêt de l'élève. C'est important dans l'auto-évaluation. Ça permet de se connaître. Est-ce que on peut parler de nos efforts? Quand je parle à mes enfants, je mise énormément sur ce qu'ils peuvent contrôler. Ils peuvent contrôler leurs efforts, leur attitude, leur comportement, leur langage corporel. Ce sont dans leur sphère de contrôle. Donc, est-ce que j'ai compris? Ça aussi, c'est important pour l'enseignant de savoir. Est-ce que j'ai respecté toutes les étapes? Donc, c'est super bien fait, puis ça permet tout simplement de imprimer et l'utiliser ou de télécharger et mettre dans un système numérique. Il y a aussi le formulaire d'auto-évaluation, plus pour le secondaire. Donc, ça permet à l'élève de vraiment aller plus en profondeur, écrire quelques mots, quelques phrases sur les aspects
de la situation d'apprentissage qui était facile, qui était difficile et pourquoi. En cercle ici, parmi les aptitudes suivantes, celles qui ont aidé l'élève à réaliser l'activité. Donc, est-ce que c'est parce que j'étais organisée que j'ai réalisé, j'ai eu un peu de succès ici? Est-ce que c'est parce que j'ai bien compris le texte? Qu'est-ce qui m'a mené à avoir du succès? Et qu'est-ce que j'aurais besoin pour faire la suite? Donc, des super bons outils ici sur le site de Théa à l'école. J'inclus aussi juste l'aperçu de ce livre qui est en anglais, Student Self-Assessment. Mais je peux vous dire, j'ai passé à travers, puis c'est très intéressant, surtout si vous aimeriez miser beaucoup plus sur l'autoréflexion et l'auto-évaluation. Il y a beaucoup de gabarits dans ce livre, beaucoup d'idées et d'autres outils qui existent. Ensuite, la triangulation des données. Alors, on sait que ça parvient de 3 sources: l'observation, la conversation ou discussion et la production. Donc, la triangulation des apprentissages est une approche d'évaluation qui permet de recueillir des preuves variées des apprentissages des élèves en combinant ces 3 sources. Lorsqu'on parle de l'observation, c'est là où l'enseignant observe des comportements, des interactions et les démarches des élèves en action. Cela peut inclure leur participation en classe, qui est absolument légitime, qu'on peut le mettre dans une grille d'évaluation, une rubrique. Donc, leur participation en salle de classe, leur engagement dans une activité, on peut le voir, ou leur manière de résoudre un problème. Qu'est-ce qu'ils font dans ce processus-là? La discussion ou la conversation, c'est là où l'enseignant échange avec l'élève pour comprendre sa réflexion, ses stratégies, ses explications. Il peut justifier ses réponses à ce moment-là. Les discussions peuvent se faire sous forme d'entretien, comme j'ai mentionné tantôt, de débat, qui est super intéressant, ou d'explications à l'oral des élèves sur leur processus de pensée. Donc, on peut on peut créer une liste de questions qu'on peut poser à nos élèves lors de ces discussions-là. Et les productions, évidemment, sont les traces écrites, orales, numériques que l'élève laisse de son apprentissage. Et cela peut être un texte, un dessin, une vidéo, un projet, un exercice écrit. Il y a plein de différents types de productions. Une photo peut être une production. Mais pourquoi utiliser la triangulation des apprentissages? Et ça permet une évaluation vraiment plus juste et complète, car elle ne repose pas uniquement sur des tests écrits. Ça tient compte de différentes forces des élèves. Donc, certains sont plus à l'aise à l'oral que l'écrit, d'autres à l'écrit et d'autres encore plus à l'action. Ça favorise une meilleure compréhension des apprentissages et aide l'enseignant à identifier les besoins des élèves avec plus de précision. Et quand je parle de triangulation des données, ça c'est à l'universel, c'est pour tout le monde. Mais je veux mentionner ici parce que je ne parle pas explicitement de l'inclusion ni de la différenciation, parce que je pense que ça repose beaucoup sur la triangulation des données, de varier nos méthodes d'évaluation afin d'arriver, premièrement, à une note, mais plus une idée où nos élèves se situent. Je vais vous donner un exemple de comment utiliser cette triangulation. Très, très, très simple comme exemple quand même. Je vais utiliser ici le cycle de l'eau. L'objectif pédagogique, c'est de comprendre et expliquer les différentes étapes du cycle de l'eau. On commence avec l'observation. L'élève est en action. Lors d'une expérience en classe, par exemple, on peut
observer l'évaporation de l'eau d'un verre qui est placé sur une étagère dans le soleil. L'enseignant observe comment les élèves manipulent le matériel et échangent leurs idées entre eux. Il note leur niveau d'engagement, leur capacité à formuler des hypothèses et d'en tirer des conclusions. Donc ça, c'est l'observation de l'élève en action lors d'une petite activité. Maintenant, on passe à la discussion. Donc ça, c'est l'interaction avec l'élève. L'enseignant va interroger les élèves, un élève à la fois, tous les élèves, peu importe, sur ce qu'ils ont observé. Voici des questions. Pourquoi penses-tu que l'eau a disparu? Que se passe-t-il dans la nature lorsqu'il pleut? Les élèves doivent expliquer leur raisonnement, ils doivent justifier et utiliser des notions vues en classe. Donc, ça permet aussi d'utiliser un langage commun lors des discussions. Ça travaille le vocabulaire en plus. Et enfin, les productions. Donc, ce sont des traces écrites ou des traces orales. Chaque élève peut réaliser un schéma annoté du cycle d'eau. Certains peuvent choisir de faire une capsule vidéo pour expliquer ce cycle avec leurs propres mots. Encore là, on utilise une terminologie. Et d'autres peuvent rédiger un petit texte, une bande dessinée qui raconte le voyage d'une goutte d'eau à travers son cycle. Donc, on voit à quel point les élèves peuvent être motivés à produire tout ça. C'est intéressant pour eux et ça nous permet d'évaluer. Pourquoi cette approche est efficace? Mais certains élèves seront plus à l'aise dans l'expérience, d'autres dans la discussion et d'autres encore dans la production. L'évaluation est donc plus complète car elle tient compte de différentes compétences et formes d'expression. Tout le monde a ses forces, donc on offre l'opportunité de produire selon leurs forces. Et selon l'Institut des troubles d'apprentissage, ça aussi un autre site incroyable, trianguler au secondaire. Une preuve d'apprentissage permet de démontrer ce que l'élève connaît, ce qu'il est capable de faire et de quelle façon il le fait. Et en collectant ces preuves, l'enseignant vérifie si l'élève a atteint les objectifs d'apprentissage, porte un regard sur le développement de ses compétences, ajuste ses stratégies d'enseignement aux besoins des élèves et peut fournir ensuite la rétroaction. Quand on porte un jugement professionnel sur les apprentissages d'un élève, il est crucial d'équilibrer et de varier les preuves d'apprentissage, comme je viens de mentionner. Cela permet de respecter les différents styles d'apprentissage, la diversité des élèves et les forces et défis de chacun. Donc, je pense que je peux vous montrer le document qui vient de l'Institut des troubles d'apprentissage. En passant, comme je dis, c'est un site excellent, surtout pour les profs du secondaire parce qu'il nous manque souvent des ressources et ça s'adresse vraiment aux élèves qui ont des troubles d'apprentissage, mais comme j'ai dit, ça s'applique tellement facilement à l'universel. Donc, ça décrit un peu plus en détail la triangulation. Ça donne encore là d'autres exemples. Dans les productions, un portfolio, un journal de bord, une résolution de problèmes en mathématiques, dans des observations, ça peut être une démarche écrite, un plan ou schéma de travail, une démonstration. Et dans des discussions, ça peut être des discussions entre élèves. Ça peut être du questionnement à l'oral ou en grand groupe, un entretien individuel et juste un partage de réflexion. Et voilà pour la triangulation. Maintenant, on va passer aux outils d'évaluation. Voici quelques raisons d'utiliser une grille d'évaluation. Alors, on peut assurer la cohérence ou l'alignement pédagogique des méthodes d'évaluation. Ça peut outiller le processus d'évaluation d'une tâche qui est pas mal complexe et authentique avec le numérique.
Ça rend explicite nos attentes envers les élèves lors de la réalisation des tâches complexes et authentiques. On peut soutenir notre jugement et rendre plus objective la décision de la note. On peut formuler des rétroactions de qualité lorsqu'on a une grille d'évaluation. Ça favorise la participation de l'élève à l'évaluation formative des apprentissages. On peut formuler des rétroactions dans le but de soutenir l'apprentissage. Donc, ça, c'est l'évaluation formative. Attester le niveau de développement de la compétence, évaluation qui est plutôt certificative. Alors, des grilles d'évaluation et des critères clairs. Si, puis je vais vous montrer très rapidement sur cette diapo des exemples de types de grilles d'évaluation. Il y a l'échelle qui est dichotomique, c'est-à-dire, puis si vous êtes membre de AAC, qui est Alberta Assessment Consortium, je pense que pour la plupart, les enseignants dans des écoles francophones en Alberta font souvent partie de ce site, de ce consortium. Si vous ne l'êtes pas grave. Il y a quand même des outils qui sont rendus publics, mais je trouve que ce consortium est vraiment magnifique en termes d'évaluation. Vous avez accès ici à beaucoup d'outils d'évaluation et des ressources en termes de perfectionnement. Alors, ça ne parvient pas de AAC, mais ça explique quand même les différents types de grilles d'évaluation, comme j'ai nommé. Il y a la liste de vérification, où on va juste cocher. Donc, c'est souvent avec une échelle qui comprend 2 niveaux. Donc, c'est soit présent ou absent, c'est soit oui ou non, c'est soit réussi ou pas. Alors, ça permet de vérifier rapidement si l'indice recherché est présent ou pas. Très facile, très simple. Ça ne s'applique pas à tout, par contre. Donc, il y a aussi des grilles d'appréciation, d'observation et des grilles d'évaluation. Ce qui est souvent difficile avec une grille d'observation, c'est vraiment d'investir le temps avant pour créer les critères. Ensuite, après, c'est cocher, cocher, cocher. Mais la grille d'évaluation à l'échelle uniforme ou universelle est un instrument qui présente pour l'ensemble des critères d'évaluation une seule échelle composée d'échelons qui s'étend sur un continuum progressant d'une extrémité à l'autre. Donc de l'excellence à pas présent du tout ou faible. Une grille d'évaluation à l'échelle descriptive, ce qu'on appelle plutôt une rubrique souvent. C'est vraiment un instrument d'évaluation qui décrit clairement les critères utilisés pour l'évaluation d'une tâche complexe et authentique. Donc, la communication orale, un projet, et ainsi de suite. Les objectifs principaux d'une grille d'évaluation sont de communiquer clairement aux élèves les critères que nous allons utiliser pour évaluer la tâche réalisée. Ça décrit les critères d'évaluation et les niveaux de réussite possibles dans un continuum pour la compétence ciblée. Par exemple, du niveau, comme j'ai dit, insatisfaisant à l'excellence ou novice à expert, tout dépend du sujet. Ça permet aux élèves de suivre et d'évaluer leur propre progrès au niveau du développement de la compétence et ça peut améliorer la cohérence et l'équité de la notation. Donc, même mon fils, l'autre jour, il revient à la maison, il parle d'un projet, il me montre ses diapos, mais avant de commencer, il dit, Maman, avant de commencer, il faut absolument que je vérifie la rubrique. Il faut que je vérifie la grille d'évaluation. Puis je veux avoir une cible. Donc, je veux vraiment miser sur l'objectif. Voici mon objectif, c'est l'excellence. Donc, si tu veux être excellent dans ton travail, mon petit loup, ben, ça veut dire que ton travail doit contenir ces éléments ou ces critères-là. Alors, quand c'est clairement écrit comme ça, facile d'atteindre, ben, pas facile d'atteindre une cible, mais c'est réalisable. Donc, le premier
le premier petit visuel ici des grilles d'évaluation, l'efficacité à porter un jugement devient de plus en plus complexe sur ce continuum. C'est-à-dire une petite échelle qui, oui ou non, présent, absent, c'est facile, c'est simple, mais ce n'est pas pour toutes les tâches. Donc, la complexité s'ajoute avec plus de description, avec une échelle qui a des critères assez complexes. Alors, voici un canevas d'une grille d'évaluation à l'échelle descriptive analytique. Donc, les indicateurs de réussite sont ici, qu'est-ce qu'on doit observer. Et selon le critère, voici l'échelle. Donc, insuffisant à excellent. Donc, chaque partie est vraiment décortiquée. Les objets ou critères, les indicateurs, la pondération, comment est-ce que je vais le noter? Si je veux le noter sur 10, sur 20, sur 100, c'est à moi de décider comment pondérer ces notes-là et quels sont les descripteurs qui vont en lien avec la pondération et la notation. Je vais vous montrer aussi il existe des démarches pour créer des grilles d'évaluation sur le site de notre consortium APLC. Je sais que c'est en anglais, mais ça donne des bons exemples quand même. Et comment suivre des démarches pour créer un single point rubric. Donc, si on veut juste se concentrer sur un concept, ça permet de vérifier, de voir, visionner une capsule vidéo et de voir des exemples en maths puis en anglais. Donc, vous pouvez accéder à ceci sur le site de APLC. Ça vous donne une idée, une autre méthode d'évaluer, un autre outil et comment le créer. Les étapes, en fait, pour concevoir une grille d'évaluation est évidemment complexe, puis il existe sur le site de AAC une façon de bâtir nos grilles d'évaluation. Je mets ici sur la diapo juste des étapes claires et précises pour y arriver. Donc, on doit vraiment cerner et formuler nos critères d'évaluation avec des indicateurs. Annie, tu as une question avant que je continue? Oui, comme on parlait tantôt d'intelligence artificielle, puis on Oui. voit ici les étapes. Est-ce que tu as testé certains outils d'intelligence artificielle comme Magic School pour créer des grilles, par exemple? Puis est-ce que ça fonctionne bien d'après Euh, toi? tout d'abord, j'ai testé ChatGPT. Et sans assez d'informations, quand l'information est vague ou pas assez complexe, ChatGPT va fournir une grille d'évaluation simple. Et je peux ensuite, donc ça m'inspire, je peux ensuite prendre ces critères simples et élaborer. Donc, ça me donne au moins l'échelle. Je trouve que Magic School est mieux performant pour ce genre de travail. Donc, j'irai vers Magic School. Euh, Puis, je pense que ça touche à tous les niveaux, de M à 12. Donc, ça permet, parce que c'est dans le monde de l'éducation, Magic School, c'est fait pour des éducateurs, je l'aime pour cette raison. Mais, encore là, il faut le tweaker, il faut le travailler pour que ça réponde à nos besoins. Mais oui, je trouve que c'est efficace. Donc, ça me sauve du temps, mais il faut aussi que j'investis un peu plus de temps. C'est efficace. Ça me rend plus efficace. Donc, oui, il faut cerner, formuler des critères d'évaluation. Et ça peut être fait avec ChatGPT, avec une intelligence artificielle lorsqu'on donne assez d'informations. On doit déterminer le nombre de niveaux de performance, rédiger des descripteurs, donc chaque niveau de l'échelle, qu'est-ce que ça va décrire dans chaque case. Ensuite, valider la grille d'évaluation. Et quand je dis valider la grille d'évaluation, pour moi, j'ai sauté des étapes. Excuse-moi, je t'ai rendu à numéro 6. Déterminer les normes de réussite et la notation. C'est assez facile de passer à travers certaines étapes ici. Mettre en forme la grille d'évaluation. Comme j'ai dit, valider la grille d'évaluation. Pour moi, c'est
c'est de voir un collègue. Pour moi, ça veut dire, est-ce que ça fait du sens, ma grille d'évaluation? J'aimerais vérifier avec quelqu'un d'autre. Pour moi, ça fait partie de la validation, mais aussi d'expérimenter avec la grille d'évaluation pour pouvoir voir si ça me donne l'information que j'aurais besoin. Donc, des étapes assez claires. Ensuite, l'utilisation des données au service de l'apprentissage. Je vais juste vous montrer rapidement. Ce document provient du Québec, puis ça permet de mieux comprendre les données en général et comment les utiliser au service de l'apprentissage. En annexe, vous avez beaucoup d'outils qui proposent pour faire une évaluation. Donc, c'est quand même 45 pages de long, mais dans ce document, la table de matière permet de cliquer selon les besoins. Donc, si je veux apprendre sur quels sont les types de données, ben, j'ai juste à cliquer, ça me rend là. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'utilisation de ces données? Mais ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'était vraiment les annexes, les outils complémentaires. Souvent, je cherche des gabarits, souvent, je cherche des exemples. C'est ça qui m'inspire beaucoup. Donc, qu'est-ce que je veux dire par données? Comme j'ai dit, ça peut être un portfolio, une liste de vérification, une dictée, ainsi de suite. Donc, beaucoup d'informations dans ce document. Et un autre site, un autre document, ça vient de l'Ontario et on décrit les preuves d'apprentissage en offrant également des exemples de stratégies d'évaluation et quelles traces nous pouvons utiliser. Donc, juste pour vous montrer rapidement, c'est seulement 4 pages, ça décrit qu'est-ce que c'est, pourquoi, quand et comment. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, ensuite on passe à travers la triangulation, ça donne des exemples de stratégies d'évaluation et comment je peux garder des traces. Alors, encore là, c'est d'autres idées, des fiches anecdotiques, des autocollants, une échelle d'appréciation, vidéo, enregistrement. C'est à pu finir des idées et des stratégies. Et il faut accepter que l'évaluation évolue. On ne peut plus évaluer comme avant en sachant que l'évaluation doit être au service de l'apprentissage et qu'on doit aller vers une culture axée sur celle-ci plutôt que sur l'enseignement. Il y a un changement de posture qui s'opère. On différencie l'évaluation. On passe au paradigme d'évaluation par note à celui de l'évaluation par collecte de données. Donc, on a souvent tendance à penser juste aux notes. Mais voici 3 conseils. Premièrement, assurez-vous d'être clair avec vos élèves, avec vos intentions pédagogiques et d'être en cohérence avec les encadrements légaux, c'est-à-dire la diversité, l'équité, l'inclusion. Et surtout, faites-le en équipe collaborative. Moi, je priorise la collaboration dans tout. Et quand ça vient à l'évaluation, surtout. Deuxièmement, travailler en collecte de données variées, triangulation. Ça sécurise nos données. Lorsqu'on porte jugement, on peut justifier notre jugement si on a varié nos approches d'évaluation. Et offrir des rétroactions efficaces aux élèves. Permettez-leur de s'en offrir entre eux. Utilisez l'auto-évaluation, comme j'ai dit, l'auto-évaluation par les pairs. Ça deviendrait aussi un travail collaboratif. Je vais vous montrer rapidement, on n'aura pas la chance de l'écouter ensemble, mais aussi sur le site de l'Institut des troubles d'apprentissage, vous trouverez cet article, mais cette vidéo. Alors, pendant la vidéo, on peut se poser des questions. Est-ce que j'ai le droit de récolter différentes preuves autres qu'elles celles à l'écrit? Évidemment, la réponse est oui, et ainsi de suite. Donc, ça parle beaucoup de évaluer autrement.
j'ai quand même un peu de temps et ça prend fin, cet atelier. J'aimerais savoir quelles adaptations ou accommodements vous utilisez pour vos élèves lorsque vous différenciez l'évaluation en salle de classe. J'ai mentionné que la triangulation, de varier nos approches d'évaluation, c'est pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui ont besoin d'un certain soutien, de l'adaptation, de l'accommodement. Donc, vous pouvez mettre dans le clavardage ou vous pouvez ouvrir vos micros pour partager quelles adaptations ou accommodements vous utilisez peut-être le plus souvent. Et ensuite, quel est l'aspect de l'évaluation que vous trouvez le plus difficile? Donc, je vous laisse la chance de l'écrire, de le mettre dans le clavardage ou ouvrir le micro. Pour tous ceux qui écoutent l'enregistrement à distance, en rediffusion, c'est le temps de mettre en pause la vidéo et de passer à travers ces questions de réflexion, soit en groupe ou de façon individuelle. Alors, dans le clavardage, je vois que beaucoup l'oral et les évaluations authentiques. Les labos servent souvent à aider dans la triangulation, je trouve. Tu sais, on peut beaucoup observer. On va avoir des traces écrites à la fin, même des traces à l'oral. Puis ça permet de passer à travers, avoir des discussions avec nos élèves. Merci beaucoup. Et les projets, le questionnement, le plus difficile, c'est le test. Petroni, pourquoi est-ce que le test est plus difficile? J'aimerais savoir. Alors, en général, le test le plus difficile, je veux dire, quand on fait on veut faire la différenciation, c'est de créer un autre test pour ces élèves-là qui ont des difficultés. Et parfois, ils ne se sentent pas non plus forcément. Parfois, ils vont avoir honte d'avoir une chose différente des autres. Oui, Et je donc, ils se sentent comme diminués ou rabaissés. Donc, et tandis que dans les projets, ils sont ensemble, ils sont en groupe et donc ils essayent chacun de partager des idées, de donner des idées. Et là, ils se sentent valorisés. Le test, souvent, soit ça va être difficilement que l'élève qui a des difficultés va travailler ou va comprendre des questions, soit il va se sentir comme un peu exclu. Mhm, mhm. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un défi. Euh, et quand on pense à, premièrement, une reprise d'évaluation, une reprise de test, de quiz, si on n'a pas une banque suffisante de tests ou quiz ou de questions que je peux varier euh, lors de mes évaluations, oui, ça prend un investissement de temps pour créer cette banque, pour que je puisse varier et changer. Mais je trouve que je suis bien d'accord avec toi, hein, Petroni. C'est un défi de, d'offrir à mes élèves ayant plus de difficultés avec ce genre d'évaluation, un test qui touche, qui va, qui va quand même répondre aux objectifs pédagogiques sans trop enlever. Tu sais, de dire, OK, fais pas numéro 3, numéro 5 et numéro 6. Facile de dire, mais comme tu dis, l'élève se sent ciblé, visé, différent des autres. Est-ce que les questions que j'enlève permettent d'avoir une évaluation complète qui touche à chaque objectif d'apprentissage? C'est difficile, en effet. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des solutions à cette difficulté, des idées pour faire face à ce défi? Je pense que tout le monde est d'accord avec toi, Petroni. C'est un défi. On travaille dessus. Puis, pour moi, hein, avoir une collaboration avec mes collègues en équipe, même à travers la province, ça peut aider à investir le temps, à créer des beaux projets ensemble ou créer des banques pour les tests. Mais les projets, en fait, peuvent être difficiles aussi parce que c'est
énormément de planification. Utiliser les pensées visuelles et l'oral, oui, c'est super, c'est fantastique comme adaptation. Les projets de recherche et les tests, oui. Je pense que tout le monde est d'accord. On peut aimer ça, les tests. Ça peut être magnifique pour certains, mais pour d'autres, ouf, ça peut poser conflit ou problème. Merci beaucoup. Je vous mets au défi, pas pour le moment, mais pour après l'atelier. Ceci est un défi qui peut être fait seul ou en groupe. Donc, prenez une grille d'évaluation et faites l'analyse. Donc, une grille d'évaluation que vous avez déjà ou une grille d'évaluation qui vous est proposée. Le but ici étant d'améliorer notre pratique en utilisant ce que nous avons déjà. Donc, de ne pas partir de zéro pour créer quelque chose. C'est un exercice assez riche lorsque ça se fait en équipe parce que ça nous permet d'avoir des discussions, d'échanger des idées et de créer des pratiques communes. Lorsque j'ai assisté à la correction des examens d'anglais de 9e année, les tests de rendement, il y a quelques années, je trouvais que c'était le meilleur perfectionnement professionnel que j'ai eu à date. C'était la chance d'échanger avec mes collègues, de perfectionner mes approches d'évaluation. Donc, c'est souvent très, très, très utile avec l'analyse des grilles d'évaluation. Et tel que promis, j'inclus beaucoup de ressources ici, entre autres Alberta Assessment Consortium, qui est très magnifique, 2 articles en anglais d'Edutopia. Puis si vous n'êtes pas abonné à Edutopia, je vous encourage, même si c'est en anglais, des courts articles qui permettent de réfléchir sur l'idée de mettre des zéros ou pas, des notes minimum de 50%. Ça nous fait réfléchir sur nos pratiques ou les pratiques qui sont priorisées dans la province. Des pratiques inclusives, l'Institut TA, fantastique. Six types of assessment, donc 6 types d'évaluation et comment les utiliser, même si c'est en anglais. Le livre de Katie White, My Blueprint à comment enseigner aux élèves l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs. Et finalement, le guide pour évaluer les apprentissages avec le numérique. Mais aussi dans les autres diapos, dans la présentation, vous verrez qu'il y a d'autres liens vers d'autres ressources. Et sur ce, je vous remercie énormément. Mais je suis ici pour quelques minutes encore pour vos questions et commentaires.